No le temas, no le temas, no le temas a la noche. No le temas, no le temas, no le temas a la noche. Deslizando las estrellas, lejos de tu sueño. Parce que tout commence par le regard que l'on porte sur les élèves. Marguerite Graff, bonjour. Merci bonjour, Denis. Beaucoup de nous accueillir ici. Où sommes-nous ? Alors nous sommes au CDI du lycée Auguste Renoir à Asnières-sur-Seine dans le 92. Alors qu'est-ce que c'est que cet établissement ? Alors c'est un établissement tout à fait lambda, on pourrait dire, un lycée public de l'éducation nationale qui accueille tous les élèves qui se présentent au lycée général. C'est un lycée général et technologique, donc de la seconde à la terminale. Et c'est un lycée dans lequel j'ai la chance d'enseigner depuis un peu plus de 10 ans. Alors on va peut-être commencer par remercier Monsieur le Proviseur qui nous a fort aimablement, grâce à toi, reçus dans cet établissement. Et puis un grand merci parce que tu es la première enseignante que nous recevons dans le cadre de Flamme. Et donc ça me fait un immense plaisir et je pense qu'on va tous être très intéressés par cette entrée finalement dans un collège. Moi qui vis dans la vie professionnelle, je suis très frappé de voir combien nos interlocuteurs, nos clients, ceux qui nous écoutent certainement, finalement n'ont pas remis les pieds dans une école depuis très longtemps, et il faut peut-être avouer que la gente masculine ne fréquente pas très assidûment les réunions de parents d'élèves, ce qui est totalement injuste et certainement pas bien, mais tu vas peut-être nous lever le voile sur la vie quotidienne, peut-être en nous parlant de ton parcours. Tu connais la règle du jeu, tu as 4 flammes à ta disposition, et tu m'as demandé une mesure dérogatoire qui consiste à mettre la 4e flamme en numéro 2. Donc on va dérouler ce plan des 4 flammes. Peut-être on peut commencer, si tu veux bien, par la première, qui est la flamme que tu as reçue, qui te donnera l'occasion peut-être de te présenter, de nous raconter ton parcours qui est tout à fait hors norme. Hors norme, pas tant que ça, parce qu'en fait, il y a pas mal de transfuges dans l'éducation nationale, parce qu'effectivement, je ne m'étais pas destinée au départ à devenir enseignante, et puis c'est un choix que j'ai fait plus tard, à 29 ans, et c'est un choix que j'ai jamais regretté, donc c'est vrai que je suis très, très honorée et très heureuse de parler de ce beau métier, parce qu'il est souvent un peu dénigré, un peu mal compris, comme tu le disais, en fait, tout le monde a été à l'école, donc tout le monde donne son avis sur l'école, mais pas toujours en ne prenant pas vraiment le temps de se rendre compte que l'école fait un sacré job et un très beau boulot, même si c'est pas parfait, qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Voilà, c'est quand même un très beau métier. Effectivement, au départ, on pourrait dire que je suis assez représentative du parcours à la française, des bons élèves qui vont après le lycée aller en prépa et puis se retrouver. Moi, je me suis retrouvée à HEC et c'est le premier jour à HEC où je me suis dit, quand j'ai vu la liste des cours qu'on allait avoir et puis surtout le discours du directeur de l'époque qui nous a accueillis en nous disant vous êtes les Jedi de la step managériale du 3e millénaire. Alors, bon, je me suis dit oula, je suis pas sûre que ce soit mon plan de vie en fait. Incroyable. Alors j'ai pas de regret parce que c'était aussi une chance phénoménale de pouvoir bénéficier des partenariats qu'avait HEC. Donc j'ai fait toute la dernière année à l'étranger. Je me suis fait des amis pour la vie. Donc et puis j'ai quitté après cette école pour continuer à me chercher un peu. Donc je suis partie faire ce qu'on fait quand on sait pas encore très bien quoi faire. Alors on part faire du conseil. C'était encore un non-choix. Enfin en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu. Et puis après je suis partie faire de l'événementiel. Alors ça c'était beaucoup plus amusant. Mais j'avais au fond de moi en permanence l'idée que je n'étais pas encore à ma bonne place, que j'avais pas trouvé la place que je cherchais. Et puis c'est venu, à force de me poser des questions et j'ai compris à 29 ans qu'en fait je voulais retourner auprès des jeunes. Ça a été d'abord ça, que je voulais être auprès de jeunes, si possible aussi de jeunes des quartiers, pas de jeunes trop favorisés. Il m'attirait beaucoup, je le trouvais très beau. Et puis donc j'ai repris des études. Alors, j'avais la chance qu'il y ait des équivalences, donc ça m'a fait gagner un petit peu de temps. Et puis donc depuis 2000, j'enseigne l'histoire-géographie. L'éducation civique, et ça, j'y tiens beaucoup parce que j'aime beaucoup les cours d'éducation civique. On en reparlera peut-être un peu plus tard sur la flamme à transmettre. Et voilà. Et à partir du moment où j'ai changé de cap, là pour le coup, j'ai vraiment eu l'impression que j'avais trouvé ma bonne place.
Alors, c'est une chance, hein, à qui dois-tu cette bonne place que tu as trouvée? Est-ce que c'est une rencontre que tu as faite? Parce que tu dis aller vers les jeunes, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a transmis cette flamme, cette passion, cette vocation? Alors, il y a eu, je pense, plein de personnes différentes, y compris des profs que j'ai beaucoup aimés quand j'étais moi-même élève, au collège, au lycée, en classe prépa aussi. Donc, ce plaisir d'être à l'école, je pense que beaucoup de profs, enfin, voilà, les gens qui n'aiment pas l'école sont assez mal représentés parmi les profs. Il y a quand même, c'est peut-être un travers d'ailleurs, hein. Donc, il y avait ça. Et puis, l'attirance pour la jeunesse, c'est surtout en cherchant, donc, dans ces années où j'essayais de discerner un peu. Je me suis souvenue, je pense que le lien, ça a été le plaisir que j'avais eu à faire du scoutisme et à m'occuper de plus jeunes. Donc voilà, ce que j'avais découvert, je me demandais, mais finalement, quels ont été les moments dans ta vie où tu t'éclatais le plus? Et je me suis rendu compte que c'était en particulier quand je m'étais occupée de jeunes. Donc voilà, c'est venu par là. Et puis après, les jeunes des quartiers, donc effectivement, j'ai passé des concours. Voilà, j'ai fait le choix de venir dans les quartiers nord d'Asnières, donc pas très loin d'ici. Tu vois, en fait, je suis restée assez fidèle à un territoire, donc j'ai passé 12 ans un peu plus au nord, donc dans un collège REP+, qui s'appelle le collège André Malraux, et à l'époque il fallait être volontaire en fait. Il y avait tout un système où, pour éviter un turnover trop fort, et malheureusement après ce système a sauté pendant un certain temps, donc on est arrivé toute une cohorte de jeunes profs. Alors, moi j'étais un peu plus âgée que les autres, donc je trouvais ça super d'être avec des plus jeunes. C'est-à-dire quel âge? Moi, je suis arrivée, donc j'avais 29-30 ans à ce moment-là, et j'étais plutôt avec des profs qui avaient 5-6 ans de moi, des jeunes profs qui avaient aussi choisi qui pas mal 24-25. Exactement. Oui. Pas mal de provinciaux qui faisaient le pari qu'ils venaient passer, tu vois, ils s'engageaient pour passer 4 ou 5 ans. Ça leur permettait d'avoir un bonus de points qui leur offrait la possibilité de retourner dans leur région d'origine. Donc il y avait en particulier des Bretons et des gens du Sud-Ouest qui sont restés des bons amis. Et on a eu la chance de rencontrer dans ce collège la génération au-dessus de nous de vieux militants en fait qui étaient là depuis ce que le collège avait ouvert au milieu des années 70. Et voilà. Et cette rencontre entre les vieux militants, la fougue des jeunes profs qui étaient pleins d'allant, on a vécu des années extraordinaires qui m'ont complètement confirmée dans ce choix de métier. Et en particulier un monsieur qui a été un peu mon mentor. Donc tu vois, la flamme qu'on transmet, je pense que lui, il a vraiment une place particulière pour ça. Il nous a accueillis, c'était facile à retenir parce que c'était la rentrée 2001. Donc très vite, il y a eu le 11 septembre 2001. Et en fait, le jour de la rentrée, donc on a été accueillis à ce moment-là par la direction du collège qui, la veille de la rencontre avec les élèves, nous tient le discours suivant en nous disant voilà, alors à partir de demain, en tout cas, il y a vraiment une chose qui est très importante, c'est vous ne les quittez jamais du regard. Même quand vous écrivez au tableau. Et donc là, le trouillomètre de tout le monde est monté au maximum en se disant mais en gros j'ai la nuit pour apprendre à écrire à l'envers au tableau. Donc ça va pas être possible. Et ce monsieur nous a pris les 20 jeunes profs à part et nous a tenu un discours absolument inverse en nous disant vous avez choisi, c'est un choix, vous avez voulu être avec les jeunes avec lesquels vous allez travailler. Donc c'est que quelque part en vous, il y a quelque chose qui vous attire, donc intéressez-vous à eux, intéressez-vous à l'histoire du quartier, intéressez-vous à l'histoire de leur famille. En gros, aimez-les. Et là, alors là, moi, ce jour-là, je me souviens très bien, même physiquement, de l'impression que j'ai eue. Je me suis dit, je suis à ma bonne place. Et ça a commencé. C'est merveilleux. On peut citer le nom de ce monsieur? Oui, il s'appelle Gérard Boyer. Et, voilà, hommage à monsieur Boyer. Exactement. Formidable. Mais, merci beaucoup. Et peut-être, moi j'ai fait un petit sondage qui n'est pas très représentatif, puisqu'on a eu la chance de rencontrer tes élèves tout à l'heure. Oui. Et alors, ils nous ont dit que tu étais super cool. Ils nous ont dit que tu étais très intéressante. Et donc ça, c'est quelques années après tes débuts. Donc je voulais saluer d'abord la performance, parce qu'ils ne savaient pas qu'on allait leur poser des questions. Mais très naturellement, bravo, parce qu'ils nous ont dit combien ils étaient enthousiastes et encouragés dans leur volonté d'étudier. Et on a parlé, il y avait bac blanc hier, si j'ai bien compris. Il y a eu un thème de géopolitique. Je ne sais pas si c'est toi qui es responsable du sujet. En partie, pas que. Mais sur le Moyen-Orient. Ouais. Et j'ai été très impressionné par leur connaissance du Moyen-Orient. Écoute, alors moi j'ai été très impressionnée quand je suis devenue prof et ça se confirme. J'avais pas du tout d'enseignants dans mon environnement, ni familial ni amical.
Et comme tout le monde, j'avais des images, alors ils sont tout le temps en vacances, ils font pas grand-chose et compagnie. Et sincèrement, mais vraiment, je suis admirative de la qualité à la fois intellectuelle et humaine. C'est ce que tu as dit, c'est-à-dire que la qualité voilà, des savoirs qui sont transmis, elle est quand même extraordinaire dans notre école publique en France. Il faut le redire, parce qu'on est toujours très prompt à tenir des discours assez négatifs et on se rend pas compte. Moi, je suis impressionnée, il y a plein de mes collègues où j'aimerais aller m'asseoir dans leurs cours, écouter leurs cours, voilà. Et puis en même temps, c'est un métier qui est d'abord un métier humain, c'est-à-dire que même si tu as plein de connaissances, si tu trouves pas voilà, la clé ou la solution pour rejoindre les élèves à un moment ou à un autre, et puis tu t'adresses à un collectif et à des individus, donc il faut trouver ces clés-là, elles sont différentes pour chacun, il y a plein de façons d'être prof différemment, mais voilà, ça demande aussi des vraies compétences humaines. Et l'association des deux, c'est ça que je trouve passionnant, tu vois, le côté à la fois quand même assez exigeant intellectuellement, parce qu'on s'appuie voilà, sur un certain nombre de choses qui évoluent tout le temps. Alors en histoire géo, t'imagines, en géopolitique aussi, c'est-à-dire que voilà, les cours, on les change tous les ans. Et oui. C'est ça qui est intéressant, mais c'est exigeant aussi en termes de temps. Je disais tout à l'heure l'image des profs toujours en vacances et qui font pas grand-chose. Bon, voilà, il faut vivre à côté de profs au quotidien pour se rendre compte que faut pas devenir prof pour travailler moins. C'est pas une très bonne idée. Oui, la formule est belle. Je te propose qu'on passe à la deuxième flamme, donc qui t'est particulière, parce que d'habitude c'est la dernière question qu'on pose, mais qui est la flamme que tu transmets, puisque finalement tu es enseignante et l'enseignant transmet. Et donc je voudrais que tu nous dises comment tu vois les choses. Tu es une prof engagée, tu as participé à des ouvrages collectifs que je vais citer, que je vais montrer à la caméra. Le premier que j'ai lu, qui s'appelle « Territoire vivant de la République, ce que peut l'école réussir au-delà des préjugés ». Donc il y a quelque chose qui est à l'inverse de l'image que l'on peut avoir, en particulier de ces territoires. Moi j'aimerais que tu lèves le voile un peu et que tu nous donnes des éléments, on va y revenir. Et puis le dernier né, toujours collectif, avec un certain nombre de tes collègues qui ont toujours des contributions très intéressantes, parce que chaque élève compte. Je faisais une citation de cet ouvrage tout à l'heure. Alors, pourquoi t'es-tu associé à ces travaux collectifs? Qu'est-ce que tu apportes et finalement quelle flamme tu transmets? Alors, les ouvrages, en fait, proviennent du même collectif qui s'appelle, donc, qui a repris le nom du premier, Territoire vivant de la République, donc autour, en particulier de Benoît Falaise. L'idée, le premier est sorti en 2018, et l'idée, c'était un peu d'inverser le discours. Évidemment, ça t'a peut-être pas échappé, le titre, c'est un clin d'œil, en tout cas une réponse à une expression qui, malheureusement, s'est un petit peu installée, on va dire, dans l'imaginaire collectif, qui est que nos territoires seraient perdus pour la République. Parce qu'il y avait eu une dizaine d'années auparavant un ouvrage qui s'appelait Territoire perdu de la République. Et en fait, nous, sur le terrain, on était très attristés de voir justement comment ce discours peut être récupéré par des gens qui ne sont jamais sur le terrain, ou qui finalement vont avoir que... Oui, vous êtes assez sévère d'ailleurs par rapport à ces personnes dont vous dites qu'ils s'expriment, mais ils ne connaissent pas le terrain, ils ne vont pas dans ces quartiers, ils ne pratiquent pas. Et voilà, il faut, tu vois, tu as vu en quelques minutes là, dans le hall du lycée, tu échanges avec quelques gamins, et qu'est-ce que tu me dis tout de suite, tu me dis, c'est réjouissant, ils sont formidables. Ils sont lumineux. Voilà, c'est le grand privilège aussi du métier de prof, c'est que la jeunesse est belle, et la jeunesse de nos quartiers, elle est largement aussi belle et aussi intéressante. Tu as peut-être même un petit supplément d'âme, une énergie, une fin en plus, ou quelque chose à prouver, ou des comptes à régler qui peut la rendre aussi parfois un peu brouillonne, mais plus belle aussi souvent. Oui, donc, je me permets de t'interrompre parce que quand on t'écoute, je voudrais pas que les gens qui vont nous écouter et t'entendre se disent bon, elle est un peu ravie, un peu enthousiaste, c'est too much, c'est pas tout à fait la réalité. En fait, c'est la réalité. C'est-à-dire que tu dis la réalité. C'est-à-dire que t'es pas une illuminée avec une exception parce que tu as des élèves triés sur le volet. Moi, je t'ai vu déambuler, je t'ai vu leur parler. D'ailleurs, tu as une autorité naturelle, ils te respectent. Et donc, c'est très à l'encontre, effectivement, de tout ce qu'on a pu lire, de tout ce qu'on a pu entendre, d'un discours très pessimiste.
sur ces jeunes? Mais en fait, tout n'est pas facile. Il y a des jours où je suis en pétard. Ils sont comme tous les jeunes, comme mes enfants. C'est-à-dire que voilà, j'ai aussi des grands adolescents à la maison et parfois je leur demande d'éteindre leur portable, de se mettre au travail. Ça marche pas toujours à la maison. Donc tu nous rassures. Donc ça marche pas non plus avec les élèves qu'on a ici dans ce lycée. Alors parfois quand les difficultés sont trop concentrées, quand il y a quand même des difficultés sociales dans certains territoires qui sont plus concentrées, qui rend les choses plus difficiles pour les élèves d'abord, c'est-à-dire que c'est eux qui en sont les premières victimes. Et c'est vrai que tous les cours sont pas extraordinaires, on n'arrive pas non plus à faire des miracles tous les jours, mais ce qui est extraordinaire, c'est de voir que le désir d'école, il est toujours là. L'envie que le futur soit désirable, ça ne change pas de génération en génération. Oui, il y a des choses qui changent, ils ont dans la main des portables, nous aussi, on les utilise, peut-être qu'ils maîtrisent moins bien l'orthographe, mais ils savent faire d'autres choses. Si on fantasme en fait l'école, c'est que les gens imaginent toujours que c'est l'école qu'ils ont connue, qu'ils fantasment largement. Qu'ils ont quitté il y a 30 ans. Qu'ils ont quitté et souvent ils n'ont pas non plus forcément été très heureux, ou alors ils fantasment une école encore plus ancienne qu'ils n'ont pas connue, qui serait quand même quelque chose qui est très présent sur le fantasme de l'école de la Troisième République. Mais cette école de la Troisième République, elle a connu, elle a sauté des haies, elle a été aussi une école qui a pris à le bras-le-corps des difficultés. Justement, Benoît me racontait, il travaillait sur des archives de l'inspection nationale et il voyait au tout début, donc je pense que c'était même fin 19e, des rapports d'inspecteurs qui allaient en province et en particulier en Vendée, un inspecteur qui racontait que le prof qui l'inspectait commençait son cours sur la Révolution et tous les élèves se sont retournés par refus d'enseignement. Et le rapport de l'inspecteur raconte que le prof a laissé tomber ce cours, a dit bon c'est pas grave, aujourd'hui on va faire de la grammaire, on y reviendra. Et l'inspecteur dit il a bien fait, c'est-à-dire qu'il les a pas pris de façon frontale. Donc on fantasme un peu une école dans laquelle il n'y aurait jamais eu de difficulté avant, mais il y en aura toujours et elles sont différentes. Et parfois il faut accepter d'entendre des choses qui sont pas celles qu'on aurait envie d'entendre, mais c'est aussi le rôle de l'école que ça soit un lieu de débat, un lieu d'affrontement. Moi, c'est vrai que par exemple vendredi dernier, j'avais des débats de MC en cours après avoir fait plusieurs heures sur la laïcité. Et ça m'a demandé des efforts, d'entendre des choses qui sont les convictions personnelles de mes élèves, qui correspondent pas à celles que je partage, bien sûr. Mais qui par ailleurs respectent aussi se respectent les uns les autres, attendent de pouvoir se construire un avenir, veulent prendre leur place dans la société. Et alors quel est le rôle du professeur dans ce cadre-là? Parce que dans vos ouvrages et dans tes contributions, tu fais référence à Hamid Malouf avec les identités meurtrières, qui est en pétard lui aussi, puisqu'il dit j'en ai marre qu'on me demande quel est mon pays d'origine, j'ai une double origine, et cet ouvrage que je recommande à tout le monde, que j'ai lu grâce à toi, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est ta contribution, quel est le rôle du professeur sur des sujets dont on entend parler tout le temps, qui est le sujet de la laïcité à la française, comment, de façon concrète, dans le réel, comment toi tu vis ça, ces spécificités dont tu dis que c'est pas forcément en phase avec tes convictions, etc., ton univers, comme on dit à la télévision. Comment, finalement, toi, tu es catalyseur, qu'apportes-tu et quel est ton rôle? Alors sur ces sujets, en fait, c'était aussi le propos du livre au départ, c'était contrairement aux idées reçues, l'idée de dire que c'est à l'école, que ce soit en primaire, au collège ou au lycée, qu'on aborde les sujets ou les questions vives qui traversent la société. L'école, elle n'est pas coupée du reste du monde. Et moi, je trouve que ce sont souvent les cours les plus intéressants. Alors, c'est des cours qui sont engageants, on y met dans la bataille parfois corps et âme, mais voilà, au bout d'un certain nombre d'années, grâce au travail collectif, moi j'ai la chance de travailler avec des super collègues d'histoire géo et je pense que ça m'a rendu plus capable d'aborder ces sujets-là.
voilà, à force, quand même, on arrive à mettre au point un peu des stratégies pédagogiques. Et c'est pas un gros mot, la pédagogie, c'est quelque chose de passionnant. C'est-à-dire se dire, voilà, là, j'ai tel sujet, le conflit israélo-arabe, ou les mémoires de la guerre d'Algérie, ou voilà, la laïcité. Comment je vais m'y prendre pour qu'ils comprennent des choses, pour que ça fasse sens pour eux, qu'on n'élude pas la complexité des situations, ni des héritages. Donc c'est ça, la pédagogie. Et en fait, on propose des choses, on est content et souvent pas toujours content à 100%, donc on renouvelle tout le temps. Et l'idée de parler d'identité, c'est comme un détour en se disant il faut d'abord que chacun des élèves soit convaincu que dans le lycée, ils sont accueillis avec tout ce qu'ils sont, c'est-à-dire avec leurs identités, qui sont à la fois uniques pour chacun d'entre eux et qui sont multiples pour beaucoup d'entre eux. Et c'est une richesse. Mais il faut qu'ils soient convaincus, parce que c'est pas toujours ce qu'ils vivent dans la société, il faut absolument qu'ils soient convaincus que quand ils arrivent à l'école, c'est une sorte d'endroit de respiration où, voilà, quels qu'ils soient, ils sont accueillis. Se redire aussi que c'est une mission magnifique de l'école publique, laïque et républicaine, et on essaye d'être à la hauteur de cette mission. Et donc faire ce détour, prendre un peu de temps, en fait, voilà, en lisant par exemple le texte, un extrait de texte des identités des meurtrières d'Amin Maalouf, ça permet en particulier de désamorcer, on va dire, des conflits qui peuvent être des conflits de loyauté, d'être les jeunes, comme certains, on peut avoir parfois l'impression que certaines de nos appartenances rentrent en conflit ou les unes avec les autres, et quand on est adolescent, c'est particulièrement vif. Donc voilà, il y avait une élève qui me racontait, moi, qui était française, née en France, avec des parents d'origine algérienne, et elle me disait, moi, quand je suis en France, j'ai toujours l'impression qu'on me dit c'est pas ton pays, et puis quand je suis en Algérie, je me rends bien compte que c'est pas mon pays, j'ai pas grandi là-bas, j'ai pas les codes, voilà, je suis française. Elle me dit, mais en fait, finalement, il y a que quand je suis entre les deux dans l'avion que je peux être pleinement moi. Et donc le livre d'Amin Maalouf, moi, il m'a beaucoup impressionné, parce que je trouve qu'il met des mots très forts sur ces difficultés-là, qui sont des difficultés que l'on peut traverser. C'est-à-dire qu'il les élude pas, et en même temps, il explique qu'il y a un chemin possible de pouvoir s'accepter avec ces identités multiples. Donc c'est comme un détour pour désamorcer, avant de parler de sujets qui peuvent déclencher des prises de position un peu fortes, de désamorcer. En fait, c'est un peu comme des conflits de loyauté. Se dire, voilà, je peux être à la fois 100% l'un, 100% l'autre. Je peux avoir envie de rendre hommage à mes parents qui ont peut-être fait des choix difficiles dans leur vie, qui ont quitté un pays, qui ont connu l'exil pour me donner ma chance. Donc j'ai envie d'être loyal ou reconnaissant, et en même temps j'ai envie d'être moi-même, c'est-à-dire que je ne peux pas toujours être la personne qu'il voudrait qu'il soit. Et d'être dans toutes ces difficultés-là, elles sont grandes, ces difficultés, et c'est parfois le chemin d'une vie d'arriver à trouver... voilà, donc on ne va pas résoudre tout à l'école, mais de prendre le temps de l'expliciter, ça permet un peu d'apaiser les choses. Mais c'est important dans ce que tu dis, parce que j'entends chaque élève est unique, j'entends chaque élève est accueilli, et tu n'as pas prononcé le mot, mais respecté pour ce qu'il est, avec son identité profonde, mais jamais tu ne renonces à ton rôle d'enseignante. C'est-à-dire que tu n'es pas animateur de tes classes, animatrice de tes classes. C'est-à-dire que dans la pédagogie telle que tu l'exprimes, dis-moi si je me trompe, tu ne renonces pas à enseigner, c'est-à-dire à apprendre et à donner des points de repère, j'imagine. Ah oui, non, pas du tout. Non. Ça c'est sûr. Après, non, je dis ça par rapport à l'image qu'on peut avoir aux États-Unis, par exemple, du professeur animateur ou exprimez-vous. Tu vois, cette pédagogie très, on dirait dans l'entreprise bottom-up. Tu vois. Alors, il y a on va dire peut-être des temps à trouver pour chaque moment. C'est-à-dire que oui, il y a des choses à leur transmettre. Ils sont avides de ça. Hein. Ils aiment écouter. Ils sont contents que les cours aient servi. C'est-à-dire que les regards qu'on peut avoir ou les sourires quand ils comprennent mieux quelque chose ou qu'ils sont rentrés dans une sorte de complexité ou la capacité à comprendre ça. Ce plaisir-là, il existera toujours. Ils ont le goût de l'apprentissage. Oui. Toujours. Après, on a des progrès à faire quand même dans le système français pour leur laisser un peu de temps aussi pour qu'ils puissent s'exprimer. On va dire entre l'école à la française classique et les États-Unis, il y a des intermédiaires et il y a aussi des choses à prendre de positif des deux côtés. Alors j'ai eu la chance d'être formée d'ailleurs par une association de profs d'histoire américains qui s'appelle Facing History and Ourselves. Oui, dont tu parles dans l'ouvrage. J'essaye de le prononcer bien. Absolument. Et en fait, c'est des historiens américains qui se sont dit il faut
faut que les cours alors pour eux, c'est effectivement l'histoire un peu au sens large, donc ça comprendrait l'éducation civique pour nous, les humanités, on va dire de façon un peu plus large. Comment faire pour que ces cours-là les aident à devenir des citoyens en pleine possession de leurs moyens, responsables, capables de poser des choix. Donc c'est un peu ce qu'on cherche aussi nous. Et leur idée, ça a été de dire, il faut qu'on leur laisse du temps pour qu'ils puissent exprimer de temps en temps, ça ne veut pas dire à chaque cours, mais leurs aspirations, leurs idées, leur avis. C'est-à-dire que si on est tout le temps dans le descendant, on ne peut pas leur dire après, alors vous n'avez pas compris ce que c'est que la démocratie, il faut qu'elle se vive aussi, il faut que ça s'apprend. Alors on progresse un peu, le grand oral peut-être va aider cette nouvelle épreuve du bac, parce qu'on se dit qu'il faut les entraîner plus à l'oral, donc ça aide aussi à laisser un peu plus de temps pour cette expression, mais c'est aussi ne pas hésiter parfois à aller un peu plus loin, y compris avec, je trouve, leurs aspirations. Ce que je trouve merveilleux chez les jeunes, c'est que dès qu'on gratte un peu, l'envie de justice, l'envie que leur vie ait un sens plus tard, que les choses aient un sens, que de se sentir utile, c'est quand même très accessible rapidement. Et en fait, il y a une attente aussi de ça. Donc il ne faut pas se priver, nous, adultes, de leur offrir des opportunités pour qu'ils puissent vivre ces choses-là. Qu'on passe au troisième chapitre, qui est peut-être la flamme qui éclaire, ce que tu as envie d'éclairer particulièrement. Et peut-être j'ai une question à te poser, parce que je discutais avec Ryan, qui est d'un de tes élèves, qui a une révélation incroyable. Il m'a parlé du théâtre, parce que tu l'as dit au début, mais je voudrais qu'on y revienne, c'est qu'on est dans un lycée un peu particulier, puisqu'il y a des spécialités, théâtre et musique en particulier, et j'aimerais bien que tu nous dises le rôle spécifique de ces spécialités, puisque tu m'as expliqué qu'à partir de la première, on peut avoir des spécialités, il y a un moment où il faut choisir, tu vas nous raconter ça, mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'apporte le théâtre et qu'est-ce qu'apporte la musique à ses élèves. Ils vivent des aventures extraordinaires. Alors c'est vrai que c'est une spécificité de notre lycée, donc je trouve que comme on est un lycée un peu lambda, on est un lycée un peu lambda, parfois les réputations, je trouve qu'il y a un écart très fort entre une réputation qui peut être une mauvaise image du lycée et la qualité des parcours que peuvent vivre ou des aventures que peuvent vivre les élèves dans notre établissement. Et donc on a des profs de théâtre et de musique, mais qui sont extraordinaires, vraiment extraordinaires. Avec des sorties aux Amandiers, au théâtre du Rond-Point. 20 fois par an, voire des spectacles. Mais nous, on n'a jamais eu ça, nous. Non. Je ne sais pas où tu étais, Denis. Et puis pareil en musique. Alors il y a ceux qui le choisissent en spécialité. Donc là, avec le nouveau bac, un peu comme si ils vont faire 4 heures par semaine en première, et puis ensuite ceux qui le gardent en terminale, ils en feront 6 heures par semaine. Donc ça veut dire que vraiment ça prend une part importante dans leur cursus. Et ils sont évalués là-dessus ou pas? Ah oui, bien sûr. C'est une part importante de leur note de bac. Et puis il y a aussi ceux qui peuvent le prendre en option. Malheureusement, le fait de ne passer qu'à 2 spécialités en terminale, ça fait qu'un certain nombre d'entre eux se privent, arrêtent en se disant « là, c'est pas raisonnable, je suis pas sûr de vouloir… » Ils peuvent pas en garder 3. Ils peuvent pas en garder 3. Donc, ils prennent des choix souvent un peu plus raisonnables dans leur regard à eux, en se disant « je suis pas sûr de vouloir faire de la musique ou du théâtre mon métier, donc par sécurité, je vais prendre des spécialités plus classiques. » Et ça, c'est un peu dommage. Il y en a heureusement qui continuent, et puis il y a tous ceux qui le gardent en option, et donc on a une chorale de plus de 150 élèves au lycée, donc vraiment je t'invite Denis à venir le 15 février écouter la chorale du lycée de Renoir. C'est la jeunesse de France ensemble, en train de chanter des chants, de la musique sacrée, de la musique contemporaine, du rock, de la pop, de tout. Et tous les styles.
et pour moi qui ne suis prof ni dans ces ni en musique ni en théâtre, de voir les élèves que je peux voir d'une façon, d'avoir un regard de la prof d'histoire géo, tu vois, ou de géopolitique, de voir les mêmes élèves se révéler en général dans une de ces spécialités, c'est aussi un énorme enrichissement. Enfin, j'adore aller voir, assister aux représentations, aux concerts, parce que tu les vois vraiment différemment. Donc ça, c'est chouette. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu souhaites éclairer avec cette flamme avant de passer à la flamme qui réchauffe et nous donner encore des raisons d'espérer? Alors, je pense que les livres, c'était vraiment peut-être justement pour éclairer les belles choses qui se font déjà aujourd'hui dans l'école, et en particulier dans l'école publique, qui est un peu... dans l'école de la République. Dans l'école de la République, exactement, et qui contrairement à ce qu'ont dit certains, l'école ne fait pas le job, je ne crois pas, justement. On ne met pas assez de place dans les médias, donc je te remercie de le faire. C'est le problème des trains qui arrivent à l'heure qui intéresse moins que les problèmes. Et donc je crois que c'est un peu un défaut français, être optimiste, être positif, prendre du temps pour être inspiré par les belles histoires. Voilà, est toujours moins bien représenté que ce qui va diviser, ce qui va faire peur. On aime se faire peur, ou on aime être. Je pense qu'il y a une espèce de défaut français que si on dit des choses négatives, ça voudrait dire qu'on est intelligent. Oui. Bon, oui. Alors que justement l'intelligence. Oui, on dit qu'on est dans un pays où la défiance est devenue une compétence. C'est triste parce que je voudrais préciser que ces livres ne sont pas des livres théoriques ni académiques, ce sont des livres de témoignages. Ah, ça n'est que des paroles, que des témoignages. Ce sont des expériences, puisque le mot est à la mode en ce moment. Ce sont des livres de l'UX de l'enseignement, comme on dit dans mon métier. Et je trouve que c'est très intéressant et très riche. D'ailleurs, on peut s'en servir dans nos métiers, dans le métier de l'entreprise. Parce qu'il y a beaucoup à apprendre de ces méthodes pédagogiques, je trouve. Oui, et puis c'est Paris, mais aussi la province. Voilà, c'est pas uniquement la région parisienne, donc c'est intéressant aussi. Avant de passer au dernier chapitre sur la flamme qui réchauffe, mais tu nous as déjà donné plein de raisons de nous réchauffer et d'espérer. Je t'ai pas posé la question tout à l'heure, pourquoi tu as choisi l'histoire géo et pas les mathématiques? Parce qu'après tout, si tu as fait HEC, tu as fait des mathématiques. Pourquoi l'histoire géo et même la géopolitique? Alors en fait, je pense que c'était ce qui me paraissait à l'époque le moins rébarbatif. Et j'ai absolument aucun regret, je trouve ça passionnant. La géographie, j'avais l'impression que j'allais donner le goût du voyage à mes élèves. J'avais adoré voyager quand j'étais étudiante. Je t'avais dit que la dernière année, je l'avais fait en partie aux États-Unis et l'autre partie au Brésil. Donc il y avait cette soif du monde, entre guillemets, de la découverte du monde. Donc ça, c'était la géographie. Et puis l'histoire, c'était par goût je me dis si j'arrive à les intéresser l'histoire est une porte d'entrée pour comprendre le monde et pour comprendre nos histoires, leurs histoires à eux, se réconcilier sur toutes ces mémoires qui peuvent finalement nous ramener tous ensemble. C'était un petit peu le choix. Ça me paraissait aussi vraiment moins rébarbatif que des sciences dures, on va dire. Alors peut-être tu pourrais nous dire un petit mot des fake news. Parce que, ou des théories complotistes, etc. Parce que quand on est prof d'histoire, on touche à ces sujets qui est où est la vérité historique. Tu en parles dans l'ouvrage collectif. Comment traites-tu cette question qui est quand même très dans l'actualité? Les canaux d'information se sont multipliés de façon considérable. Tu l'as dit, tous les jeunes ont des portables, ils peuvent avoir accès à n'importe quel site d'information. Comment tu traites cette question? Oui, et puis notre parole maintenant est à égalité. Elle est mise en balance. Elle est complètement mise en balance. On est loin de Jules Ferry, voire parfois même moins importante pour eux que d'autres canaux sur lesquels ils s'informent eux-mêmes et auxquels ils vont faire plus confiance. Donc déjà, la bonne nouvelle, c'est que ça fait partie des programmes maintenant justement de l'EMC, donc de l'éducation aux médias. Ça fait partie des programmes, d'essayer de décortiquer avec eux déjà le fonctionnement. Quand on a commencé à y réfléchir sur les théories du complot, donc il y a effectivement un des chapitres dans le premier des livres, on l'a fait un petit peu de façon empirique, parce qu'on se rendait compte que, par exemple, sur des choses qui nous paraissaient assez simples comme le 11 septembre, il y a quelques années, les 2/3 des élèves de certaines classes étaient convaincus qu'en fait ça avait été un complot du gouvernement américain. Donc voilà, quand on se retrouvait face à des croyances de cet ordre-là de nos élèves, on s'est dit il faut bien qu'on travaille dessus.
Donc on décortique beaucoup plus le fonctionnement des réseaux sociaux, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'une bulle de filtre? Comment on se retrouve tout le temps nourri par les mêmes propos, parce que les algorithmes des ordinateurs fonctionnent de cette façon-là. Donc de prendre du temps pour le décortiquer, ça c'est intéressant. Puis après, on passe toujours par des exemples. Alors moi, ça va dépendre des années, hein, parce que j'aime pas toujours être dans la répétition. Donc pendant plusieurs années, j'avais fait faire des fausses théories du complot aux élèves après qu'on en ait décortiqué des vrais. Donc c'est vrai que je passe pas mal de temps, par exemple, à expliquer les protocoles des sages de Sion, parce que ça fait encore des dégâts aujourd'hui, y compris... Tu peux expliquer ça? Alors les protocoles des sages de Sion, c'est un faux texte qui a été fabriqué de toutes pièces au tout début du XXe siècle, dans l'entourage du tsar, pour discréditer en fait les juifs russes. Il y avait autour de Nicolas II voilà, une volonté de se dire, si on les discrédite, on va sauver, entre guillemets, les difficultés. Et Nicolas II, après avoir donné son accord pour la fabrication de ces... Donc un certain Golovin a fabriqué ces protocoles qui sont un écrit qui sont... En fait, il s'est inspiré d'un pamphlet qui était contre Napoléon III. Il a quasiment transposé en changeant... voilà. Et finalement, Nicolas II a décidé de ne pas utiliser ce faux document, mais entre-temps, il avait fuité, et il a fuité, il a nourri le nazisme. Ce qui était une manipulation. C'était complètement une manipulation, et voilà. Et encore aujourd'hui, alors que ça a été prouvé de façon très scientifique que le document est absolument faux, on sait complètement voilà, comment est-ce qu'il a été fabriqué, mais il s'est répandu dans les années 20 et 30, et puis même malheureusement après la Deuxième Guerre mondiale, il a ressurgi, et on peut le retrouver encore en tête de gondole aujourd'hui dans un certain nombre de pays arabes. Donc voilà, quand on leur raconte toutes ces choses-là, on vient mettre de la connaissance à la place de la croyance, et donc ça aide. Et donc quand ils avaient compris comment ça fonctionnait, on essayait de voir aussi toutes les caractéristiques, faire une sorte de portrait robot de ce que c'est qu'une théorie du complot. Et ça peut faire des cours assez amusants, parce que quand même on trouve sur les réseaux sociaux des trucs assez énormes, donc ils comprennent au bout de plusieurs exemples, pas aussi lourds que les protocoles, on peut venir sur des choses plus légères. Voilà, ils en fabriquent eux-mêmes et ils s'amusent beaucoup, donc j'ai eu des choses extraordinaires. Donc voilà, avec beaucoup d'humour. Ils ont... Oui, tu les fais passer, tu as une jolie formule, tu les fais passer du je crois, je sais, en montrant que c'est tout à fait différent. Oui, oui. C'est intéressant. Enfin voilà, il y a certaines croyances qu'on va essayer de démonter, mais d'autres qui ne sont pas de notre ressort, c'est-à-dire que d'autres qu'on peut respecter. On est tout à fait invité à respecter. Tout à fait. Il y a des lettres magnifiques, une lettre en particulier de Jules Ferry, qui date de 1886, je crois, lettre aux instituteurs, où il dit vous ne devez pas venir sur cette chose très fragile et en même temps sacrée qui est la croyance de la famille. C'est pas de notre ressort. Oui, savoir s'arrêter. C'est intéressant. Est-ce que tu veux éclairer d'autres choses ou d'autres points de ta flamme avant de conclure? Je crois que j'ai dit à peu près, enfin c'était voilà, dans les flammes que je voulais reprendre pour éclairer, c'était à la fois éclairer éclairer la beauté de ce que fait l'école sans nier les difficultés, parce qu'elles existent, sans nier parfois aussi l'épuisement que peuvent ressentir les gens sur le terrain. Il y a eu beaucoup de réformes successives, on ne se rend pas compte, mais en fait les profs sont des bons exécutants, donc ils finissent par faire le dos rond, par exécuter les choses, et puis hop, 5 ans après on leur redit qu'il faut tout changer. Donc moi je trouve qu'en 20 ans d'enseignement, j'ai déjà vu un certain nombre de réformes. On m'a déjà dit un certain nombre de fois, non mais non, là ce que vous avez fait là, en fait ça sert à rien, on va tout refaire. Donc en fait, il y a une sorte d'épuisement, et je trouve qu'il faut qu'on se rende compte qu'une vraie réforme, ça devrait se faire dans un temps long, et pas en 2 ans pour répondre à un agenda politique. Combien de temps, un temps long ? Un temps long, c'est une réflexion de, je sais pas, peut-être au moins 5 ans collective, en se demandant mais qu'est-ce qu'on veut vraiment, avec les enjeux d'aujourd'hui, du 21e siècle, avec les nouvelles façons de s'informer, de réfléchir, l'intelligence artificielle. Voilà, qu'est-ce qu'on veut que notre jeunesse acquiert comme compétences. Et je pense qu'on est allé trop vite à chaque fois, et donc ça produit de l'épuisement. Mais en même temps, voilà, les profs sont des bons soldats qui font avancer les choses. Donc, Il y a peut-être deux questions sur lesquelles j'aimerais bien qu'on revienne, ou qu'on vienne, qui est la question des jeunes femmes, des jeunes filles. On a vu pas mal de jeunes filles tout à l'heure, et dans tes classes, ce sont des classes mixtes. Et donc,
Je voudrais savoir quel regard tu portes sur l'éducation de ces jeunes filles. Flamme met en avant, nous partons à la rencontre de femmes photosensibles, de femmes inspirantes, engagées dans la société, pas forcément, entre guillemets, des executive women. Et encore merci de nous accueillir dans cet établissement. Mais quel regard tu portes sur ces jeunes femmes ? Je ne sais pas si je ferai une différence pour moi entre les garçons et les filles autant que... parce que je crois que le plaisir de les voir relever la tête, il existe pour tous les élèves. Oui, les garçons comme les filles. Les garçons comme les filles, voilà. Ou les filles comme les garçons. Voilà. Peut-être que... Oui, je ne sais pas si je ferais tant de différence que ça. En tout cas, toi, tu n'en fais pas. Non, je n'ai pas l'impression d'en faire. Et il n'y a pas besoin d'en faire. Alors, peut-être que dans un certain nombre de cas, mais je pense que là, ça serait plus un regard sociologique sur les élèves des quartiers qui, globalement, ont du mal à s'infligent une sorte d'autocensure, ne sont pas suffisamment ambitieux, ne croient pas suffisamment qu'ils ont leur place, y compris dans des études difficiles. Et ça, c'est valable autant pour les garçons que pour les filles, je trouve, malheureusement. Donc je me sens plus chargée de leur ouvrir des portes. Et de les élever. C'est beau d'ailleurs le mot élève, c'est cette idée d'élever les personnes que oui, c'est vrai, j'avais jamais fait, tu as à la charge. J'avais jamais fait le lien entre élever et élève. Il y a peut-être une dernière phrase que tu prononces dans un des ouvrages auquel tu as participé, c'est notre sujet, c'est de construire du nous avec des jeux. Il y a quelque chose de très collectif dans ton travail, parce qu'il y a le collectif de la classe, il y a le collectif des professeurs dont tu as parlé tout à l'heure. Moi, j'ai été frappé par le formidable accueil du proviseur, dont on voit bien qu'il est à la tête d'un collectif. Il y a le collectif des parents. Je voudrais que tu nous dises un petit mot là-dessus, sur ce nous. Comment tu le vis ? Alors, les parents au lycée, ils sont présents sans être aussi présents, je pense, que dans l'école élémentaire ou même au collège. On les voit pas, les parents ? On les voit, mais sûrement pas assez souvent. Alors il y a des parents qui sont présents au CA, qui nous soutiennent, et voilà. Et dans les moments un peu difficiles, ça nous est arrivé de se mettre en grève localement. Par exemple, je me souviens on a un auditorium assez beau qui sert justement pour la musique et le théâtre. Et je me souviens d'une réunion incroyable où il y avait plein de parents et qui étaient complètement derrière nous. Et ça a été un moment un peu un moment de grâce où on se mobilisait pour que le lycée puisse continuer justement à avoir suffisamment d'heures pour pouvoir enseigner aussi bien que ce qu'on voudrait. C'est-à-dire que parfois, quand on est un peu un angle mort, on a l'impression qu'on est le parent pauvre, alors qu'en fait, on a envie qu'on se mobilise, que l'éducation nationale se mobilise pour des endroits comme ça, qui sont les endroits exactement où on fait société. C'est-à-dire où les populations se mélangent. Nous, on accueille au lycée des gens de milieux sociaux très différents. Et donc, je me souviens de cette réunion de parents, il y avait des parents extrêmement différents. Et c'était ça qui était beau, parce que finalement, ils étaient motivés par les mêmes choses. On veut que nos enfants vivent quelque chose de beau, réussissent. Voilà, donc ça existe, ces moments-là. Ils sont un peu rares. On les voit aussi au moment des représentations de musique et de théâtre. Quand on parlait de faire du nous avec du jeu, c'était, je pense, plutôt avec des jeux, c'était plutôt avec les élèves, se dire que là, on les a tous ensemble, et si ils vivent des choses qui vont mieux se comprendre, ne pas être enfermés dans des stéréotypes les uns sur les autres, se débarrasser des peurs. C'est aussi la chance justement de l'école publique. Ils gagnent du temps sur ceux qui ont Et quelle grandi. est la place du jeu dans ce cadre-là, J-E-U ? Il y en a une ? Alors, oui, pour le théâtre, mais en histoire géo. Il peut y en avoir une en histoire géo aussi. Ça, en fait, on a une liberté pédagogique, donc qui est précieuse. Alors c'est un équilibre, parce qu'il faut qu'on ouvre nos chakras pour réussir à le faire, mais on le fait, je trouve, de plus en plus, qu'on soit formé. Pour le coup, le contrôle continu fait qu'on est un tout petit peu moins le nez sur les programmes.
parce que c'était quand même un petit peu avant la course. Voilà, il faut que j'avance dans mes programmes, donc je ne m'autorise pas à faire des choses qui seront peut-être plus marquantes pour les élèves. Maintenant qu'il y a le contrôle continu, peut-être qu'on s'autorise un peu plus, et puis voilà, on fait les profs de langue, ils sont assez en avance pour ça, sur les jeux de rôle, sur les mises en situation, les tâches finales comme ils disent, et donc nous on commence à le faire aussi en histoire géo. Moi je me souviens qu'au collège justement je commençais le cours de 6e sur la population mondiale en ayant enlevé les chaises et les tables, et puis je mettais au mur les continents et je leur demandais d'aller se répartir là, comme ils pensaient qu'était répartie la population mondiale. Alors ils allaient tous en Afrique, parce qu'ils entendaient quel est pour vous le continent qui vous tient à cœur, donc c'était intéressant. Puis après on mettait des tables qui représentaient ou des chaises, et puis c'était les richesses, comment on les représente, et puis après ils montaient sur les... Donc c'était le PIB par habitant, donc ça faisait un peu de bruit, hein. Donc on le fait pas tout le temps, mais voilà, on le fait de temps en temps. Ce qui est assez plaisant, c'est de se dire qu'il peut y avoir des surprises dans les cours. C'est-à-dire que les élèves arrivent sans forcément savoir. Ce matin, par exemple, j'ai fait un cours sur les transitions démocratiques en Espagne et au Portugal, et en fait, j'avais accroché au mur toutes sortes de documents. J'avais bougé les tables, et en fait, les élèves devaient aller chercher les documents, non pas en restant assis, en cherchant assis à leur table, mais en bougeant dans la salle. Et voilà, et ça, je le fais cette fois-là. Un jeu de piste mural. Voilà, c'est juste pour bouger un peu. Bouger. C'est pas vraiment un jeu, mais c'est un petit peu un... Petite animation. Voilà, une petite rupture de rythme, on va dire. Un grand merci, Marguerite. Est-ce qu'il y a un point que tu veux ajouter peut-être à notre conversation ? Non, tout va bien. Merci. Bon, un très grand merci. Merci, grâce à toi, on est revenu à l'école. On aurait très envie d'aller dans ta classe pour écouter tes cours. J'invite tous ceux qui nous ont regardés, qui nous regardent, à consulter ces 2 livres, donc Territoire vivant de la République, et non pas perdu de la République, et puis parce que chaque élève compte. Tous nos voeux, un grand bravo, un grand merci aussi à tes élèves, et puis on leur souhaite le meilleur pour l'avenir, et j'espère qu'on va revenir dans ce bel établissement. Vous êtes les très bienvenus. Merci Marguerite. Merci Denis.